En 2015, un site apparaît sur internet. Un site à l'apparence plutôt banale, avec du texte et des images, mais là où ça devient vraiment bizarre, c'est qu'il contient tout le texte et toutes les images qui existent et qui existeront un jour. Là, je sais que c'est pas très clair, alors je vous propose de vous installer confortablement pendant qu'aujourd'hui je pars à la découverte d'un site très étrange. Quand on arrive sur la page d'accueil, il y a d'abord ce logo, tout en haut et tout en bas, ainsi qu'une phrase étrange sous le deuxième. Par cet art, vous pouvez contempler la variation de 23 lettres. Moi, je suis un utilisateur normal qui vient d'arriver, alors ne sachant pas trop quoi faire, je clique sur le premier lien, parcourir. J'arrive sur cette page, il y a beaucoup d'informations d'un coup, mais on m'explique que c'est une sorte de librairie, divisée en forme d'hexagone, et qu'à l'intérieur il y a des livres. On me dit aussi que je peux taper des combinaisons, ou bien choisir dans une liste. Ok. Alors je descends un peu dans la liste, et je vois la lettre D. On va aller voir D. Bon, on m'a pas menti, c'est bien une librairie, avec des étagères, et sur ces étagères, des livres. 32 pour être exact. Les livres ont des titres incompréhensibles, alors on n'a qu'à cliquer sur le premier. Et ça c'est la première page, il y en a 410. Voyons la deuxième. Ok, ça veut rien dire. Bon, c'est peut-être un bug. Je vais aller voir un autre livre. Toujours rien de compréhensible, mais au bout de quelques temps passés sur le site, je tombe sur ça. Alors à ce moment-là, je commence à me renseigner sur pourquoi ce site existe. Et il se trouve qu'il y a toute une histoire derrière qui débute bien avant Internet, en 1941, sous la plume de Jorge Luis Borges. L'écrivain argentin décrit dans son recueil fiction ce qu'il appellera la bibliothèque de Babel. Dans le récit, on suit un habitant d'une bibliothèque dont chaque pièce est un hexagone, avec au mur des étagères de livres. Chaque hexagone donne sur d'autres hexagones et au centre de chaque pièce, il y a un trou, d'où l'on peut voir les étages inférieurs et supérieurs. Tout ça supposément à l'infini. Car oui, personne n'en a vu le bout. Une bibliothèque avec des habitants, les bibliothécaires, et surtout la plupart des livres ne veulent absolument rien dire. Pourquoi je dis la plupart ? Parce que ces gens qui naissent et meurent dans la bibliothèque se mettent à trouver des livres avec certains bouts de phrases qui sont réellement compréhensibles. Comme par exemple, du temps des pyramides. Je vous conseille d'aller lire la nouvelle de Borges, elle est vraiment très bien, mais en vrai, elle sert à quoi cette bibliothèque ? Ça, personne ne le sait, même pas les habitants qui émettent plusieurs théories. Et la plus séduisante est que ce lieu comprend toutes les variations des lettres de l'alphabet. Autrement dit, chaque livre de 410 pages contient des lettres dans un ordre aléatoire. Peut-être que vous commencez à comprendre, mais si toutes les permutations de lettres existent dans la bibliothèque, il y a beaucoup de livres qui ne veulent rien dire, certes, mais il y a aussi des livres où il y a des phrases entières qui apparaissent. Des phrases, et donc par extension, tout le savoir qui peut être contenu dans un livre existe dans la bibliothèque de Babel. Tout le savoir présent, comme par exemple la page Wikipédia sur la relativité générale, ou bien encore Les Misérables de Victor Hugo. Mais aussi tout le savoir futur que l'on n'a pas encore découvert, comme le plan détaillé pour réaliser l'inversion de vieillissement au niveau cellulaire, ou l'exacte raison de pourquoi notre univers existe. Toutes ces informations sont déjà présentes dans l'une des étagères d'un des hexagones, ainsi que des informations plus troublantes qui se rapportent à vous, comme par exemple la date et le lieu exact de votre mort, la biographie de votre vie, la critique de cette biographie, ainsi que les mots exacts que je viens de prononcer ces 10 dernières secondes. Tout existe dans la bibliothèque de Babel. Là où ça devient incroyable, c'est que grâce à Jonathan Basile, l'auteur de ce site web, on peut explorer la création de Borges. Avec un algorithme, Jonathan garantit que les données d'un livre restent les mêmes pour tout le monde, ce qui permet à des gens sur des forums de noter les coordonnées de leurs trouvailles. Je suis assez fasciné par le fonctionnement de la bibliothèque, et d'ailleurs je me suis demandé si, en partant de la même idée, il y avait des sites similaires mais qui fonctionneraient sur autre chose que du texte. Et la réponse est oui. Daniel Dennett, dans son livre Darwin Dangerous Idea, imagine la Toshiba de Babel. Une bibliothèque similaire à celle de Borges, mais où sont stockés des programmes informatiques. Cette bibliothèque est en fait un ordinateur Toshiba, qui contient toutes les combinaisons de code possibles, ce qui donne lieu à des programmes qui évidemment ne marchent pas, mais aussi à tous les systèmes d'exploitation passés, présents et futurs, ainsi qu'à tous les programmes informatiques qui eux sont fonctionnels. Bon, ce concept est super intéressant, mais ça reste qu'une idée. En revanche, sur le site de Jonathan, il y a une section images. Que se passerait-il si, au lieu de faire toutes les combinaisons de lettres possibles, on variait toutes les positions de pixels possibles ? Eh bien, si on prend une grille de 266 240 pixels, avec 4096 couleurs, et qu'on permute toutes les positions de chaque pixel, on obtient des images.
Alors la plupart du temps ça donne ça, voire même dans la majorité des cas en fait, mais si la bibliothèque contient toutes les dispositions de pixels possibles, alors elle contient aussi ça, ça, ou encore ça. Abonnez-vous au passage. La permutation de pixels permet de créer 10 puissance 961 755 images. Donc statistiquement, il y a quelque part sur le site une photo de vous. Mais aussi toutes les photos de vous enfants et adultes, une image de là où vous vivez, une image des personnes que vous allez rencontrer dans le futur et la véritable image de votre enterrement. Les images que je vous montre, je les ai trouvées grâce à la fonction d'upload qui permet d'envoyer un fichier au site pour qu'il me dise où il est stocké dans la bibliothèque. Car si je devais chercher à la main une image compréhensible, ça serait beaucoup trop long. Mais la bibliothèque de Babel contient bien tout. Et je trouve ça incroyable de se dire que parmi tout ce bruit, il y a de véritables photos sur le site qui n'attendent que d'être découvertes. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que la bibliothèque conserve des livres incompréhensibles ou très partiellement lisibles. Des choses sans aucune valeur, sans intérêt intellectuel. Mais elle conserve aussi du savoir. Tout le savoir de l'univers compréhensible par la langue humaine. De la même façon, il existe quelque chose qui contient énormément de bruit, de textes sans valeur ni d'intérêt intellectuel, tout ça parsemé par du véritable savoir, moins grand que la bibliothèque de Babel, mais assez pour qu'en une vie, vous ne puissiez pas en faire le tour. Internet. Internet, c'est l'aboutissement de la quête de savoir de l'homme, l'archivage et la mise en ordre de toute la culture que détient l'humanité à l'heure actuelle. Mais, comme je viens de le dire, il y a aussi beaucoup de bruit. Et pour comprendre pourquoi c'est un problème, il faut que je vous explique les différentes classes sociales au sein de la bibliothèque de Borges. La première, qui désigne aussi tous les habitants, se nomme les bibliothécaires. Ces gens se contentent de se balader d'hexagone en hexagone à la recherche de livres qu'ils jugeraient intéressants. Ensuite, il y a les pèlerins. Ils sont intimement convaincus que les livres sont divins, et renferment des secrets ainsi que du savoir qui permettrait de justifier leur existence et celle de la bibliothèque. La troisième classe sociale, qui est d'ailleurs la plus violente, les purificateurs. Ce groupe a décidé que tous les livres qui renfermaient du non-sens devaient être détruits. Ils ont ainsi mutilé la bibliothèque en faisant disparaître bon nombre de livres incompréhensibles. Et enfin, le groupe le plus intéressant à mes yeux, les impies. Les impies sont persuadés que la bibliothèque de Babel n'a aucun sens, que les livres ne renferment rien d'intéressant et qu'ils ne veulent rien dire par eux-mêmes. Les impies ont arrêté de lire, de feuilleter ou de donner de l'importance aux bibliothèques. Et si je dis que c'est le groupe le plus intéressant pour moi, c'est parce qu'il fait écho à un sujet plus vaste. Pourquoi apprendre quand la majorité du contenu est vide, biaisé ou insignifiant ? À l'heure où un grand nombre de contenus consommés par les utilisateurs se rapportent à du pur divertissement, pourquoi apprendre ? L'accès à l'information n'a cessé d'évoluer depuis le début des civilisations. De plus en plus de gens ont pu avoir le droit à la connaissance, jusqu'à l'arrivée d'Internet, qui a permis à la grande majorité de l'espèce humaine d'avoir une information en quelques clics. Pourtant, ce flux d'informations a aussi amené à un flux d'informations contraire et de divertissement sans précédent. Je dis pas que le divertissement est mal en soi, tout le monde a déjà expérimenté le scroll infini des géants de la tech, volontairement ou non, et même s'il est extrêmement addictif, il fait parfois émerger du contenu très intéressant. Mais, à l'image de la bibliothèque, le contenu intellectuellement stimulant est souvent noyé dans un océan de données. L'information infinie est similaire à l'ignorance si elle n'est pas filtrée. Internet donne aussi l'illusion de tout connaître, car tout est atteignable en un clic. C'est exactement le sentiment ressenti par les habitants de la nouvelle de Borges quand ils comprirent que le savoir de la bibliothèque était infini. Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Tous les hommes se sentirent maîtres d'un trésor intact et secret. Il n'y avait pas de problème personnel ou mondial dont l'éloquente solution n'existait quelque part, dans quelque hexagone. Mais ce savoir grâce à Internet n'est parfois pas internalisé. Beaucoup en sont dépendants. Car pourquoi votre cerveau garderait-il l'information si de toute façon elle reste accessible en parlant à ChatGPT ou en une requête Google ? Le véritable savoir, c'est celui qu'on n'oublie pas dans la seconde, celui qui est approfondi et qu'on peut réexpliquer ultérieurement. Il faut donc faire un choix. Soit prendre le parti des impies, qui, sous prétexte qu'Internet déborde de non-sens, ne porte plus d'intérêt qu'à sa partie divertissante, ou alors, le parti des bibliothécaires. Des gens qui, dans cette mer d'infos, filtrent et comprennent, accroissant chaque jour le total de leurs connaissances. Cette connaissance leur permet de mieux comprendre le monde, de mieux l'appréhender, et je pense que c'est à ça qu'il faut aspirer. Comme les habitants de la bibliothèque, il faut lire plus pour connaître plus. Là, on touche à un point très intéressant, l'intérêt de la connaissance au global. Léonard de Vinci combinait l'anatomie, la géométrie et la peinture pour arriver à de nouvelles idées. Autrement dit, l'important c'est aussi d'en connaître assez dans un domaine pour pouvoir faire des liaisons avec d'autres. Et de nombreuses figures influentes à travers l'histoire l'avaient bien compris. Napoléon lui-même fit emporter une bibliothèque d'environ 400 ouvrages lors de sa campagne en Égypte.
Il est d'ailleurs pas le seul à avoir eu le même attrait pour le savoir. Dans cette optique, j'ai lancé un serveur Discord, où vous pouvez venir parler des sujets que vous êtes en train d'apprendre, et surtout échanger sur vos lectures actuelles. Le lien est en description, je vous invite à venir y faire un tour. Je vous ai dit que le savoir dans la bibliothèque était infini, ce qui a fait le bonheur des habitants pendant un temps. Mais ça n'a pas duré. Car les chances de trouver un livre totalement compréhensible de son vivant sont en fait extrêmement faibles. Le simple fait de se dire que dans certains hexagones, des livres précieux seraient à jamais inaccessibles était intolérable pour les bibliothécaires. Et cette idée qu'il y a du savoir dont l'accès est restreint m'a beaucoup fait penser à une histoire bien réelle cette fois, celle de Aaron Swartz. Aaron, c'est un informaticien et programmeur très connu dans le monde de l'activisme, qui a longtemps milité pour un savoir, et en particulier un savoir scientifique, accessible à tous. Certaines revues et certains articles scientifiques sont payants, et coûtent parfois très cher. Les seuls qui peuvent y accéder gratuitement par le biais de leurs écoles sont les universitaires. Ce système a longtemps révolté Aaron, jusqu'au jour où il a décidé de passer à l'action, en s'introduisant dans les locaux du MIT pour y connecter son ordinateur et télécharger des millions d'articles depuis JSTOR, une très grande base de données de publications scientifiques. Son but final était de rendre public tous ces articles pour qu'ils soient accessibles à tous, sans payer. Mais en janvier 2011, il est arrêté par les autorités fédérales américaines, et les États-Unis, dans un contexte particulièrement tendu avec d'autres affaires comme Wikileaks, décident d'en faire un exemple. Aaron risque 35 ans de prison. Malheureusement, avant le verdict, et suite à une pression judiciaire insoutenable, Aaron se donnera la mort à l'âge de 26 ans dans son appartement de Brooklyn. Quelques années avant, il avait publié un manifeste qui prônait l'information libre. Nous avons besoin de récolter l'information où qu'elle soit stockée, d'en faire des copies, de la partager avec le monde. Nous devons mener le combat de la guérilla pour le libre accès. Lorsque nous serons assez nombreux, nous n'enverrons pas seulement un puissant message d'opposition à la privatisation de la connaissance. Nous ferons en sorte que cette privatisation appartienne au passé. Serez-vous des nôtres ? L'histoire d'Aaron, c'est celle d'un homme qui prenait le savoir scientifique pour tous, alors que celui-ci était entre les mains d'une élite, qui, comme les bibliothécaires de Babel, trouvait l'idée qu'il soit inaccessible absolument intolérable. Le savoir, c'est du capital, et aujourd'hui tout le monde peut apprendre. Il n'a jamais été aussi facile de découvrir un nouveau sujet. Alors ma question est la suivante. Et si une bibliothèque renfermait tout le savoir connu de l'humanité, pourquoi ne partirions-nous pas en quête de ce savoir ? Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information.